Bien, on est de retour. On parlait tantôt de l'affaire Caméré. Après Caméré, un ministre poursuivi pour détournement. Et c'était sur cette question qu'on s'était séparé, Vivien Tomi, la question de l'entourage du président de la République. Vous savez, je disais que quand les nouveaux présidents accèdent au pouvoir, ils ont envie d'en finir, d'en découdre avec les anciens collaborateurs de leurs prédécesseurs. Et on a envie de s'entourer de ses proches. Bon, même dans le gouvernement, quand tu es nommé ministre, tu as le droit de venir avec ton secrétaire particulier, tu as le droit de nommer un attaché de cabinet en qui tu as confiance, tu as le droit de changer le directeur de cabinet si sa tête ne te plaît pas. Sauf qu'il y a des personnes que tu ne peux pas changer, notamment au secrétariat, ainsi de suite. Il faut quand même qu'il y ait des anciennes personnes. Alors, très vite, on est désenchanté parce que ceux sur qui on comptait pour faire le boulot veulent vite s'enrichir. C'est ce qui est remarqué dans plusieurs pays africains. Et aujourd'hui, Tshisekedi va se mordre les doigts. Mais en même temps aussi, si on fait une analyse poussée, on peut dire, mais c'est comme ce qui s'est passé dans certains pays. Je ne vais pas parler du Togo, mais quand on sent que le nouveau directeur de cabinet ou l'homme de main, l'homme très proche, a des ambitions ou pourrait devenir une sorte de blocage à long terme, on fait vite d'ouvrir les yeux sur les magouilles, sur ce qui s'est déjà passé. Vous savez, en politique... Oui, le fait est qu'il y a des choses sur lesquelles on peut s'appuyer pour les avoir. Bien sûr, les éléments de preuve sont là, mais dans un État, si la hiérarchie ne décide pas de te mettre en prison, tu n'iras jamais en prison. Mais si la hiérarchie décide d'ouvrir les yeux sur tout ce que tu fais, on peut même retourner dans ton passé et voir si tu n'as pas frappé un jour ta domestique. Et la domestique vient porter plainte contre toi, malgré ton rang social aujourd'hui. Donc aujourd'hui, ce que je comprends, c'est que M. Caméré lui-même s'est laissé aller au détournement et son passé le rattrape. Et ça aura des répercussions sur son avenir politique. Aujourd'hui, on ne peut pas dire c'est l'homme qui va remplacer Tshisekedi. Bon, sauf miracle, parce qu'il y a quand même beaucoup d'années encore à venir. Mais on sait que M. Caméré a des mains un peu scellées ou salées, et il faudrait qu'il réponde de ses actes vis-à-vis de la gestion de ce projet-là, qui devrait être un projet qui devrait sauver un peu la population congolaise. Vous savez, la RDC, c'est un pays très riche, mais très pauvre également. Et il y a une grande différence entre les classes sociales. Un pays très vaste où déjà pour circuler, à certains endroits, il faut prendre des avions, à certains endroits, il faut prendre des bateaux. Mais si un projet veut effectivement veut faire une innovation pour la population et vous détournez de l'argent, je crois que vous faites du mal au président. C'est comme si vous sabotez déjà le prochain mandat du président, parce que M. Tshisekedi ne va pas vouloir faire juste un seul mandat. Donc aujourd'hui, il faudrait que M. Caméré et tous ceux qui sont mêlés à cette affaire de détournement répondent devant la justice, mais aussi que leurs droits soient respectés, parce que ça ne doit pas être un règlement de compte pour qu'au finish on se dise mais attention, c'est parce qu'on voulait éliminer, écarter un directeur de cabinet très encombrant, capable de devenir dauphin, capable de faire ceci. Et là, franchement, au niveau des États africains, il faudra qu'on fasse attention. Vous pensez que le président Tshisekedi a un problème de casting pour les hommes qu'il a mis dans son gouvernement? Parce qu'on a mis au moins 4 mois pour faire le gouvernement RD congolais. Mais quand on voit des gens comme ça, des ministres qui sont versés dans le détournement, on se dit mais 4 mois pour choisir des hommes d'une certaine moralité pour avoir ça? Vous savez, le monsieur n'a pas la main libre, hein. Vous savez, en ce moment, lorsqu'il devait former le gouvernement, même, c'était douloureux. C'est comme c'est lui-même qui a signé ces accords politiques. Vous savez, et aujourd'hui même, je souris quand on parle de la chambre basse, c'est-à-dire le Parlement qui a autorisé la poursuite de ce monsieur. Je me dis, mais le Parlement, c'est qui? C'est les gens de Kabila. Les Kabila, avec Caméré, il ne doit pas y avoir... Oui, c'est pas le grand amour non plus. Donc, vous voyez à peu près... C'est-à-dire le politique n'est pas trop loin, c'est ça? Oui, forcément. Mais on a prêté le flanc aussi. Tomi l'a dit. Il a prêté le flanc. Oui, le Tomi l'a dit qu'il a
prêter le flanc. Et sont passés aussi la rattraper du fait que vous devez savoir que le monsieur Tshisekedi a de l'ambition. Il veut aller plus loin. Et qui ne sera pas content, qui ne va pas se réjouir lorsqu'on apprend que même le directeur de cabinet du président a été livré à la justice pour détournement de fonds. C'est un argument de campagne. Ça veut dire que le monsieur veut travailler. Le monsieur, il a du poids. Donc aujourd'hui, pratiquement dans nos pays, vous allez voir ça. Nous allons parler tout à l'heure de comment l'appelle du Bénin et avec Talon. Tout le monde veut élargir son royaume et à un moment donné, que ce soit dans le temps, et pour pouvoir arriver à terme du moins ces 2 mandats ou bien à la limite de ces mandats. Donc aujourd'hui, lorsqu'il devait, en répondant à la question, lorsqu'il devait il a été question du gouvernement et vous devez savoir que ces personnes, il doit y avoir forcément une négociation entre lui et Kaméré, entre lui et Kabila. Oui. Et donc Kaméré aussi qui doit forcément proposer des gens, Kabila et tout, et donc ils ont fait pour trouver un terrain d'entente pour avoir ça. Donc ce ne sont pas forcément des gens un gouvernement de compétences, mais plutôt un gouvernement de comment l'appelle d'accord politique. Oui, d'espace de domination, de pouvoir garder des supports, des gens qui supportent. Mais au moins qu'ils travaillent. Et malheureusement, quand il y a ça déjà, le travail. Ici, on parle de détournement, mais attention, les sommes qu'on évoque sont colossales. Pour Kaméré, 50 millions de dollars, ça fait 25 milliards de francs CFA. Vous savez, prenons juste 2 milliards. Vous donnez, mon frère Héro en sait aussi plus que moi, vous donnez 2 milliards à une commune, cette commune fera des miracles. Et si une seule personne accumule 10, 20, 25 milliards, voire plus, parce que c'est là où on a eu les preuves, en parlant des 25 milliards, parce que voilà, ça veut dire qu'il peut y en avoir plus. Donc aujourd'hui, c'est vraiment des gens qui tuent le pays parce qu'ils veulent sacrifier la jeunesse. Donner 1 milliard à 100 jeunes et en moins de 6 mois, rappelez-les pour leur demander qu'est-ce que vous avez fait avec cet argent. S'ils sont intelligents, vous allez voir que ces 100 jeunes-là vont employer environ 2000 personnes. Et vont sortir, effectivement, vont pouvoir sortir leur tête économiquement. Donc, tous ceux qui détournent des fonds de l'État, bon, laissons les petits voleurs, parce que si on parle de détournement d'un milliard ou de 500 millions, on ne peut pas pardonner. Mais ça, bon, c'est pas trop dur. Mais quand ça dépasse 10 milliards, 20 milliards, pour un pays qui n'est pas quand même un pays développé au sens noble du terme, cela fait mal. Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire encore au Congo. Vous savez que même le transport a toujours des problèmes au niveau de la RDC. Jusqu'à présent, le transport, c'est pas tellement ça. Vous avez vu des avions qui s'écrasent parce que c'est de vieux appareils qui sont achetés par l'État ou par des sociétés privées et qui sont utilisés. On fait perdre la vie comme ça aux citoyens parce qu'on n'arrive pas à améliorer le système de transport. Et au même moment, il y a des gens qui sont dans leur chambre climatisée et qui, juste par des calculs de stylo ou d'ordinateur, arrivent à détourner des dizaines et dizaines de milliards. Je crois que c'est trop pour ce pays et c'est trop pour l'Afrique. Et je crois qu'il est important que les dirigeants déclarent toujours leurs biens avant d'entamer leur mission au sein du gouvernement ou à la tête du pays. Et cela permet qu'on fasse effectivement un suivi, un contrôle pour savoir comment tu peux, de 20 milliards, arriver à 400 milliards en moins de 3 mois. Tu as gagné au loto? Ou dans quel pays? Mais tant que cet aspect de la loi n'est pas respecté, y compris même dans mon pays, au Togo, on ne respecte pas la déclaration des biens. Si on respectait la déclaration des biens, on saura que tel est venu, par exemple, aux affaires, avec telle somme, et va repartir avec la somme du début multipliée par 1000, ce qui n'est pas facile comme ça. Alors aujourd'hui, on continue par faire saigner le peuple. Et ceux qui souffrent, c'est d'abord les pauvres.
Et malheureusement, ceux qui détournent l'argent, ceux qui détournent de ces fonds-là, sabotent la politique de leur premier responsable, du dirigeant. C'est M. Tshisekedi qui va répondre devant le peuple par rapport à la gestion. C'est en cela qu'il faut saluer, effectivement, ce courage de livrer ses proches à la justice. Sauf que, comme le disait Ewo, il faudrait que ça aille jusqu'au bout. 1. 2, il ne faut pas que ce soit aussi un règlement de compte. 3, comme ça se passe dans nos pays africains, il ne faut pas que ce soit une forme de sacrifice. On fait un accord, toi et moi, et puis après, on sacrifie l'autre. Ben, il faut le mettre en prison. Ou encore une entente où on s'entend, je te mets en prison pendant 2 ans, après tu sors tranquille, après tu me rejoins, on va faire la fête. On va boire du bon vin ensemble. D'accord. Voilà. Le deuxième sujet, c'est le Bénin. L'écrasante majorité pour les partis pro-talon municipal. Les 2 partis proches de la mouvance présidentielle, le Bloc républicain et l'Union progressiste, ont remporté, voilà, j'y suis arrivé, selon les résultats de la Commission électorale nationale autonome, la Sénat, une écrasante majorité à l'issue des municipales sur les 1815 sièges de conseillers communaux à pouvoir dans les 77 communes du pays. L'Union progressiste et le Bloc républicain en ont remporté 1555, soit plus de 80%. Le taux de participation s'est situé autour de 50% selon la Sénat, malgré la peur de la propagation du virus. Alors, premier fait sur lequel je voudrais qu'on discute, c'est le taux de participation. La Sénat parle d'un taux autour de 50%. Bon, autour, je ne sais pas si c'est moins ou plus. Mais il y a 2 ans, non, il y a 1 an, lors des législatives, le taux de participation, c'était 25%. Ça veut dire quoi? Les gens avaient décrié Talon pour sa gestion autocratique et tout, mais il y a quand même eu la moitié des inscrits qui sont déplacés. On commence par un peu apprécier la méthode Talon, c'est ça? La méthode Talon, vous savez, les élections municipales, de savoir que c'est des choses qui sont un peu au niveau des collectivités. Et la politique n'a pas tellement d'incidence parce que c'est des gens forcément qui sont des candidats proches de leur collectivité, de leur milieu. Et donc, dire que c'est la politique du talent, je ne trouve pas ça forcément. Et ici, mais en même temps, vous savez tout ce qu'on a dit de Talon, et puis aussi il y a le contexte de la pandémie qui est là, mais ça n'a pas empêché la moitié des électeurs de se déplacer. Je te dis, Samuel, quand bien même qu'il y a la pandémie, il y a une élection où vous allez dans votre localité, les gens vont ils feront beaucoup d'efforts du moins pour voter ou satisfaire. Donc c'est dans ce contexte que il y a une évolution, une augmentation du taux de participation par rapport aux législatives, alors que les législatives sont un peu politisées, c'est au niveau national, alors les communes, c'est au niveau local. Au niveau local. Donc, vous savez, et Talon, par rapport à ce qu'on disait, ça devient quelque chose qui se passe généralement en Afrique. Quand vous venez, vous devez faire tout pour arriver à terme de des mandats, surtout là où il y a les 2 mandats, 3 mandats. Les gens font tout, et même pour écarter les adversaires, ils sont capables de le faire pour arriver. Donc, je dis aujourd'hui pour le Bénin, avec quand bien même il y a ce taux de participation, il y a de quoi à beaucoup réfléchir. Le taux de participation, vous l'expliquez comment? Un peu plus élevé par rapport aux législatives. Vous savez, on peut partir de 25 ou 26 pour aller facilement à 49 ou 50. Mais cela s'explique justement. En même temps, ce n'est pas un pays où on manipule les taux. Non, non, parce que mais cela s'explique. Vous avez vu les législatives, ça aurait été sous d'autres cieux que leur commission aurait annoncé un taux de participation élevé. Oui, bien. Mais ils ont donné le vrai taux, 25% de participation. La réalité des chiffres. Oui. Mais ce qui s'explique ici, c'est que quand vous êtes au pouvoir, vous avez plus de chances de convaincre la population. 1, vous avez plus de moyens. 2, vous êtes au pouvoir, comme on le dit. Et quand vous voyez vos résultats par rapport aux élections passées, vous faites un effort pour remonter la pente. Vous avez vu, si on prend le cas du Togo voisin, c'est que UNIR, au début, n'était pas bien aimé comme cela. Mais à force de travailler,
D'abord, on a quitté le RPT pour venir à UNIR. Et de UNIR, il faut convaincre pour avoir une adhésion. Le président Faure Gnassingbé a vite fait de chercher les opposants dans d'autres partis. On a vu M. Haïdam qui a été débouché du CAR pour devenir vice-président de UNI. On a vu M. Aoumé Zounou qui était coordinateur national de UNI. On a vu des jeunes qui étaient bien implantés dans leur parti d'opposition qui sont devenus des responsables au niveau d'UNIR. Donc, quand on est au pouvoir, on essaie d'asseoir une stratégie qui vous permette de pouvoir ratisser large. Et à chaque élection, si on prend le cas du Togo toujours, le président Faure Gnassingbé donne des indications. Il dit « Je voudrais que vous fassiez un effort pour qu'on puisse atteindre ceci. Je voudrais... » Et vous avez vu pour les dernières élections, le monsieur n'est pas resté dans son palais pour dormir. Bien sûr. Il était sur le terrain, lui-même sous le soleil. Et quand il a raté des séances, il présentait des excuses directement sur haut-parleur à la population. Ça veut dire quoi? Un travail a été fait. Et c'est ce même travail-là que M. Talon, on y met souvent beaucoup de moyens financiers. C'est ce travail qui a été fait par M. Talon et son équipe. Ils ont essayé au niveau du Bénin de ratisser large, ce qui fait que des citoyens ont été plus convaincus. En même temps aussi, il y a le critère de proximité des élections municipales. Je voudrais que... C'est vrai que le Bénin a une longue expérience de décentralisation. Voilà, je voudrais être votre maire. Vous me connaissez, vous savez ce que j'ai déjà fait pour votre communauté. Essayez de me plébisciter et je ferai mieux. Et dans un pays africain où on vote toujours son frère d'abord, avant de voter le programme que le frère porte, ça a vite marché. Donc aujourd'hui... Monsieur Talon et son équipe ont pu effectivement convaincre pour arriver à ce résultat de 49% et plus. Bon, on dit 50%, mais bon, c'est pas réellement 50% au chiffre clair, mais c'est 49, pratiquement 50. Voilà, pratiquement 50%. Et l'absence aussi de certains partis prouve qu'on aidé effectivement à avoir ces résultats. Parce que le taux va se calculer suivant le nombre de personnes ayant participé effectivement au scrutin. En même temps, puisqu'on parle de 50% de participation, où l'USL de Sébastien Ajavon, je pense que Renaissance Bénin et tout ont appelé au boycott, ça veut dire qu'ils n'ont pas été écoutés, c'est ça? Ils ne seraient pas écoutés. D'autant plus que ce que je viens d'expliquer, c'est une élection de proximité. C'est comme si vous demandez à des gens de rester à la maison alors que vous ne vous présentez pas. Les gens sont en train de voir à ceux qui sont là, des frères, des familles, des gens qui ont eu à faire quelque chose aux collectivités, qui ont participé au développement d'une manière ou d'une autre du milieu. Et là, on n'a pas besoin des consignes de Sébastien ou bien de, comment on l'appelle, Soglo, tout ça là pour aller les voter. Donc c'est normal. Aujourd'hui, peut-être... Mais il y a des électeurs, mais il y a des électeurs qui sont restés à la maison. Je dirais même que c'est Covid, c'est Covid. C'est Covid qui a donné son mot d'ordre aussi. Qui a fait que beaucoup même n'ont pas pu voter. Sinon, si ça ne tient que de l'appel seulement de l'opposition, vous savez, nos oppositions, c'est quoi? Ils s'opposent, ils savent pourquoi ils s'opposent. Il y a certains... Oui, l'opposition, ils s'opposent. Vous opposez, pourquoi? Parce que aujourd'hui, ça n'a pas marché entre Sébastien et Talon. Et le Béninois Landa, qui fait une bonne lecture du jeu politique, ne va pas se céder forcément à ce jeu entre les deux, si c'est que ça avait marché. Aujourd'hui, on n'en serait pas ici. Alors, d'accord. Alors, en nombre de sièges, je le rappelais, sur 1815 sièges à pourvoir, Bloc républicain, Union progressiste, les deux blocs de la majorité. C'est quand même curieux parce que Talon veut restreindre le jeu, mais lui seul, il a deux blocs. C'est curieux. Ils ont 1555
C'est ce qu'on appelle la part du lion, ça. La part du lion, puisque les autres n'ont pratiquement rien, à peine 20%. Il y a que le FCBE qui est 266. Ça sillonne entre 10% et 12% pour les autres. En fait, on a la même mise complète sur les résultats des municipales. On se rend compte que aujourd'hui, plus que jamais, Talon est présent au Bénin, plus que jamais Talon s'impose et on écrase carrément les autres. Parce que n'oublions pas que quand même les autres partis aussi étaient aux élections. Il y en a qui ont boycotté, mais il y en a qui étaient, mais les résultats n'ont rien donné. Et c'est grave. En Afrique, généralement, les partis qui sont au pouvoir ont plus de chances de gagner les élections, que ce soit les législatives, la présidentielle ou même les municipales. Parce que peut-être on a plus de moyens, peut-être qu'on a plus de stratégie, peut-être qu'on se lève un peu plus tôt, peut-être qu'on travaille sur le terrain. Et au même moment, l'opposition qui, à part son éternel mot d'ordre de boycott, n'est pas tellement sur le terrain, ne met pas beaucoup de moyens, parce qu'il y a des partis politiques qui sont financés, mais on sait comment cet argent aussi est géré. Parce que le financement accordé aux partis ne sert pas réellement aux intérêts du parti. Je parle d'une façon générale. Je ne parle pas pour le Togo, je parle de l'Afrique. Alors aujourd'hui, ce qu'il faut noter, c'est que M. Talon, plus que jamais, a un boulevard devant lui. Il prend des décisions au niveau du gouvernement. Il envoie ça au Parlement. Ça passe comme une lettre à la poste. Il a besoin des maires qui vont s'appuyer sur tout ce qu'il dit, qui vont appliquer ce qu'il dit. Il n'aura pas d'opposition. En réalité, M. Talon a en face de lui le vide ou le néant et il peut agir comme il veut maintenant, quitte à exécuter ses projets propres à lui, ses projets politiques. Alors, vous imaginez que si on était dans le contexte béninois, je veux dire le Togo qui a fait les municipales en 2019, si on était dans le contexte béninois, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas eu tous ces conseils qu'on a eu venus d'associations de ceci, puisque là-bas, il faut atteindre 10% de suffrages exigés par le code électoral pour pouvoir prétendre à des sièges. C'est pour ça que sur les 5 partis qui étaient en jeu, il n'y a eu que 3 qui ont réuni ces critères pour avoir des sièges. Oui, au fait, c'est le jeu. Le jeu est clair. Les gens ont participé par rapport à ces principes du jeu. Revenons au Togo. Même s'ils ne sont pas d'accord. Revenons au Togo, vous savez, le Bénin a 77 communes. Oui. Alors que nous avons 117 communes. Alors que le Bénin fait 2 fois le Togo. Oui, donc nous avons pensé, ou bien le Togo avait pensé à une communalisation intégrale. C'est ce qui est fait. Oui. Et puis, nous avons rapproché les collectivités, et c'est-à-dire que les administrations aux administrés. Et donc, vous voyez d'emblée que 77 et 117, le taux de 10%, on a 40 de plus. Oui, le taux de 10% n'allait pas marcher. Et de deux, quand vous revenez un peu, vous allez voir que nous, au niveau de, comment on l'appelle, au niveau de, des communes, il y a ce qu'on appelle le quotient électoral. Et c'est par rapport au quotient électoral que chacun a comment on l'appelle, impose un conseiller. Donc, si le quotient électoral au niveau du Bénin est 10%, c'est par rapport au nombre d'habitants. Parce que ça se calcule par rapport au nombre d'habitants et au nombre de votants, de suffrages exprimés et tout. Donc, le Togo, il y a une manière de calculer mais attention, au Bénin, il y a maintenant des restrictions. Tout le monde ne peut pas se lever comme ça et avoir un parti politique aujourd'hui. Hein? Et il y a trop de restrictions là. On ne peut pas avoir encore de micro-partis politiques au Bénin, comme c'était le cas avant. Chaque pays est libre d'organiser sa vie politique. Oui, bien sûr. Donc, nous n'allons pas faire... Non, mais c'est qu'on est un peu nostalgique de ce Bénin où on voyait beaucoup de partis participer aux jeux politiques. Et on admirait cette démocratie béninoise. On a 5 partis qui étaient en lice, 3 ont pu sortir la tête du lot.
au fait, il faut avouer aussi que... méconnaissable. Oui, effectivement, il faut avouer aussi qu'il y a les partis politiques sur lesquels on peut compter, comme le parti de Yahi Boni. Oui, bon, le parti Yahi Boni est allé, mais lui-même, comme il a démissionné de la tête du parti, bon, ça sans doute fragilisé le parti. Ça n'a plus... c'est enlevé de son truc. Dernier point que je voudrais qu'on évoque aussi, c'est que ces municipales ont une incidence sur la présidentielle, puisque dans le code électoral, désormais, chaque candidat doit être parrainé par les mairies. C'est en cela que je disais que M. Talon s'est construit son boulevard, pour ne pas dire ses châteaux un peu partout sur le territoire national béninois. Aujourd'hui, pour prétendre être candidat à l'élection présidentielle, il faudra avoir l'aval de plusieurs maires élus. Alors, si tu n'as pas de cette caution-là, tu ne peux pas te présenter aux élections présidentielles jusqu'à briguer effectivement le mandat. C'est l'aval de plusieurs maires, ou bien il faut avoir au moins... Non, il y a un nombre qui a été chiffré, effectivement. Il y a un nombre. Vous devez avoir la caution d'un nombre de maires avant de pouvoir être candidat. Parce que, suivant l'explication de l'équipe de M. Talon, c'est qu'il faudrait qu'on sache que vous avez une assise nationale avant de prétendre être candidat. C'est pas comme chez nous. C'est comme ça, des gens comme Talon, lui-même ne serait pas président. Mais c'est en cela qu'il s'est créé son boulevard. Parce qu'après ces municipales-là, avec effectivement ce taux que les deux coalitions de lui ont pu avoir, ça veut dire que M. Talon, aujourd'hui, peut avoir sur les 177 maires une caution de presque... 77 maires. Les 77 maires, une caution de plus de la moitié des maires du Bénin. Donc là, il n'y a pas match. Maintenant, les autres candidats... qui se dit un seul mandat. Voilà. Oh non, ça c'est depuis ça. On a entendu la même chose avec M. Ouad. Après, on sait ce qui s'est passé avec M. Macky Sall. On sait ce qui s'est passé. Tous les jeunes présidents disent toujours... Ça montre que ce n'est pas forcément l'opposition qui crie. Non, monsieur Hérault, le pouvoir... Qui dit le pouvoir, c'est doux. Alors aujourd'hui, M. Talon s'est assuré de se présenter à la prochaine présidentielle. Et en même temps, il a verrouillé le système pour que d'autres ne puissent pas se présenter à face de lui. C'est l'heure de la grande pause et nous revenons après le journal.